Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi le général Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'AFRICOM. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie en compagnie d'une importante délégation. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce lundi également au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Stephen Townsend, commandant de l'AFRICOM. On y reviendra également en détail dans ce journal. L'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, Ramtallah Mamra, réaffirme à New York son soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant à l'organisation d'un référendum libre et équitable au Sahara occidental occupé. Et puis dans ce journal également, nous parlerons de la 16e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger. L'occasion de parler ce soir de l'AEC, Algerian Energy Company, spécialisée dans le dessalement d'eau de mer, qui poursuit son travail dans le cadre du plan d'urgence pour l'alimentation en eau. Le PDG de l'AEC est notre invité ce soir. On en parlera également tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu donc ce lundi le général Stephen Townsend, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'AFRICOM, qui effectue une visite de travail en Algérie en compagnie d'une importante délégation. La rencontre a permis d'examiner les moyens de promouvoir les relations de coopération dans divers domaines liés à l'activité de l'AFRICOM et de passer en revue les développements enregistrés dans la région, en particulier la sécurité au Sahel et les moyens de renforcer les capacités des pays de la région, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. La rencontre, il faut le rappeler, s'est déroulée en présence du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Je vous invite à écouter la déclaration du chef du commandement de l'AFRICOM à l'issue de cette audience. أنا هنا في الجزائر للمرة الثانية، وفي هذه الزيارة التقيت برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة. لقد تحدثنا حول الأوضاع الأمنية في المنطقة والشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الجزائرية. للشرف الكبير أنني متواجد هنا، والولايات المتحدة الأمريكية ستسعى على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين في المستقبل. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce lundi au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Stephen Townsend, commandant de l'AFRICOM, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Après la cérémonie d'accueil et le salut de l'emblème national, les deux parties ont évoqué durant cette rencontre, à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces de la gendarmerie nationale, des chefs de département et des directeurs centraux au ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation américaine. Les deux parties ont renouvelé la volonté des deux armées à consolider les relations bilatérales et ont échangé leur point de vue sur les questions d'intérêt commun. Alors il faut rappeler que cette visite reflète aussi l'intérêt porté par l'AFRICOM aux questions sécuritaires qui concernent la sous-région et les défis qui en découlent, se rapportant notamment à la stabilité et au développement durable. Et puis par ailleurs, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a saisi cette occasion pour exprimer ses marques de gratitude à la partie américaine pour les aides médicales fournies à l'ANP dans un contexte particulier caractérisé par la crise sanitaire de la Covid-19.
Et puis à l'issue de la rencontre, le général d'armée Stephen Townsend avait signé, donc vous venez de le voir sur ces images, le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. L'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, Ramtan Lamamra, réaffirme à New York son soutien aux droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant à l'organisation d'un référendum libre et équitable au Sahara occidental occupé. Avec la même détermination, l'Algérie réaffirme ce soutien au droit légitime du peuple sahraoui à s'autodéterminer et appelle l'ONU à assumer ses responsabilités juridiques envers le peuple sahraoui et à garantir ses droits inaliénables. C'est ce qu'a encore déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale devant l'Assemblée générale de l'ONU. L'organisation d'un référendum libre et équitable pour permettre à ce vaillant peuple de déterminer son destin et décider son avenir politique ne peut demeurer à jamais l'otage de l'intransigeance d'un État occupant qui a failli à plusieurs reprises à ses obligations internationales. Puis sachez que l'Algérie exprime aussi sa profonde préoccupation face à l'absence de perspective d'une solution juste et définitive de la question palestinienne et condamner la persistance des pratiques répressives de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Le contexte extraordinaire et dangereux que vit la communauté internationale aujourd'hui à l'aune de la pandémie de la Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les crises politiques et sécuritaires, les foyers de tension ainsi que les défis de développement auxquels font face de nombreuses régions du monde, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique. L'Algérie, pays pivot qui œuvre pour la paix et la coopération, suit avec beaucoup d'intérêt les récents développements intervenus dans plusieurs pays frères et réitère sa position constante en faveur de la promotion de solutions pacifiques et politiques à ces conflits et crises, loin de toute forme d'ingérence étrangère dont la validité et l'importance sont constamment confirmées sur le terrain. Dans cet esprit, mon pays s'est engagé dans de nombreux efforts au niveau régional et international pour s'attaquer aux causes profondes de ces crises et conflits et pour retrouver la stabilité en défendant les valeurs du dialogue, de la négociation et de la réconciliation nationale. L'Algérie continuera à défendre les causes justes des peuples qui luttent pour le recouvrement de leurs droits fondamentaux, y compris leurs droits inaliénables à l'autodétermination, notamment en Palestine et au Sahara occidental. Dans ce contexte, l'Algérie exprime sa profonde préoccupation face à l'absence de perspective d'une solution juste et définitive de la question palestinienne et condamne la persistance des pratiques répressives de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien et son déni total du processus de paix et des résolutions pertinentes des Nations Unies et de la légalité internationale. L'Algérie renouvelle son appel à la communauté internationale et plus particulièrement au Conseil de sécurité afin d'assumer ses responsabilités historiques et légales et contraindre la puissance occupante à mettre fin à son occupation des territoires palestiniens et permettre au peuple palestinien d'établir un État indépendant avec le Quds Sharif comme capitale. L'Algérie réitère également son engagement en faveur de l'initiative de paix arabe visant à consacrer la solution des deux États et à libérer tous les territoires arabes occupés, y compris le Golan syrien. Avec la même détermination, l'Algérie réaffirme son soutien aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et appelle l'ONU à assumer ses responsabilités juridiques envers le peuple sahraoui et à garantir ses droits inaliénables. L'organisation d'un référendum libre et équitable pour permettre à ce vaillant peuple de déterminer son destin et décider son avenir politique ne peut demeurer à jamais l'otage de l'intransigeance d'un État occupant qui a failli à plusieurs reprises à ses obligations internationales. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est réuni un peu plus tôt avec des membres de la communauté algérienne établie notamment à New York, avec lesquels il a eu un débat interactif visant le renforcement des liens de la coopération entre les membres de la diaspora et les missions diplomatiques. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a transmis les salutations du président de la République Abdelmadjid Tebboune aux enfants de la diaspora aux États-Unis et son attachement à les associer et à consolider les passerelles les liant à leur patrie mère.
L'Algérie produira le 29 septembre, c'est-à-dire après-demain, son premier vaccin anti-Covid, s'exprimant à l'ouverture des travaux de la dernière rencontre du gouvernement Wali. Le président de la République avait annoncé le lancement de production de ce vaccin dès mercredi prochain, donc, par l'usine Saïdal de Constantine, le fruit d'un partenariat algéro-chinois. Malika Bellal. Face à la forte propagation du coronavirus qu'a connue l'Algérie ces dernières semaines, le gouvernement fait tout pour accélérer la campagne de vaccination contre ce virus et cela afin d'atteindre l'immunité collective. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait ordonné l'entrée en production du vaccin anti-Covid en Algérie grâce à une coopération entre le groupe algérien Saïdal et la société pharmaceutique chinoise Sinovac. L'usine Saïdal de Constantine produira plus de 2 millions de doses par mois. Après une série de négociations engagées par le groupe Saïdal avec ses partenaires qui ont été sanctionnés par la signature de contrats de partenariat le mois de juin, tous les moyens ont été mobilisés pour faire réussir ce projet. Ce contrat a permis également à des équipes techniques spécialisées du groupe Sinovac de se déplacer afin de valider et d'enquêter sur l'unité de production de Constantine. Cette dernière a été choisie fin août afin de finaliser la fabrication du vaccin. Une commission sectorielle commune a été mise en place afin de superviser et de coordonner le projet de fabrication du vaccin anti-Covid. L'efficacité de ce vaccin a été prouvée scientifiquement. Avec les instructions du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et le suivi du gouvernement, on peut affirmer aujourd'hui que ce projet est un couronnement des relations entre la Chine et l'Algérie. Les premiers lots de vaccins seront produits au niveau de l'unité de production du groupe public Saïdal. Des compétences nationales et des cadres algériens vont prendre en charge la production du vaccin, et cela après avoir reçu une formation théorique et pratique. Les cadres du groupe Saïdal, usine de Constantine, ont reçu durant ces dernières années une formation continue de qualité. Et avant d'entamer la fabrication du vaccin, la matière première a été soumise à plusieurs analyses et recherches. Nous avons analysé le matériel initial juste après sa réception le 27 août des laboratoires Sinovac. Nous avons réceptionné également en même temps les réactifs spécifiques. Maintenant, les laboratoires Sinovac vont commencer à produire le produit fini. Un nouveau projet qui propulsera l'Algérie vers de nouveaux horizons et se diriger ainsi vers l'exportation. Alors on parle bien précisément du Coronavac qui sera donc produit dans l'unité du groupe Saïdal à Constantine. Les prévisions tablent sur la production d'1 million de doses au mois d'octobre prochain et puis augmenter graduellement vers plus de 5,3 millions de doses à partir de janvier 2020. Nassim Ben Saïdi. En collaboration avec le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac, le premier vaccin Coronavac sortira le 29 de ce mois au niveau de l'unité de production Saïdal de Constantine. Les prévisions tablent sur la production d'1 million de doses au mois d'octobre prochain pour augmenter graduellement vers plus de 5 millions de doses à partir de janvier 2022. La libération de tout lot à la commercialisation se fera après réception des résultats de contrôle du laboratoire contrôle qualité ainsi que les résultats de l'Agence nationale des médicaments et seront approuvés par l'assurance qualité et puis par le directeur technique. Après l'étape des lots de validation, nous allons passer aux lots commerciaux. Donc on va mettre à la disposition du marché algérien des quantités suffisantes. L'entreprise Saïdal a chargé des compétences nationales et des cadres algériens pour prendre en charge la production du vaccin, et cela après avoir reçu une formation théorique et pratique pour pouvoir répondre à la fois aux besoins du pays et ceux d'une grande partie du continent africain. Après avoir délivré un certificat de qualité par l'Agence nationale des médicaments, ce produit subira un contrôle de qualité en termes de stabilité pour une durée de 36 mois. Saïdal, elle donne une grande importance pour l'assurance qualité par la présence
d'un personnel qui maîtrise tout ça et avec la reconnaissance de tous les experts ou bien les audits qu'on a suivis. Saïdal a tracé un plan de formation important pour la mise à niveau de son personnel par des formations à l'étranger et en même temps des formations en interne. Des cycles de formation ont été suivis au niveau de l'Institut Pasteur et en même temps l'Agence nationale des médicaments. Pour rappel, le contrat de production a été conclu le mois de juin dernier avec la société chinoise Sinovac. Une équipe technique a procédé à la validation de l'unité de production du groupe Saïdal à Constantine. Puis un mot sur le bilan Covid. Pour ce lundi, 155 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 109 guérisons, 9 décès ont été également enregistrés ces dernières 24 heures, selon un communiqué publié ce soir par le ministère de la Santé. Une action coordonnée de l'ensemble du gouvernement s'impose pour faire face à la pandémie de la Covid-19. C'est ce qu'affirme le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, lors d'une journée de formation au profit des cadres de plusieurs secteurs au titre du projet Réponse solidaire européenne au Covid-19 en Algérie. Ben Bouzid avait précisé que le programme de coopération du ministère de la Santé avec la délégation de l'Union européenne sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, vise à renforcer le savoir-faire et les aptitudes des cadres des différentes instances ministérielles impliquées dans la lutte contre cette pandémie aux côtés du secteur de la santé. On parle également ce soir de ces 2 conventions cadres qui ont été signées à Alger entre 4 entreprises relevant des secteurs de l'agriculture et de l'énergie, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, et du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, visant à répondre aux besoins urgents des agriculteurs. Ces conventions ont été conclues entre l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OAIC, et le groupe industriel engrais et produits phytosanitaires, Asmidal. Et puis la deuxième convention a été conclue entre le groupe industriel agro-logistique et l'agroalimentaire activité, une filiale du groupe Sonatrach. L'événement de ce lundi, c'est également ce 16e Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger, organisé en partenariat avec le ministère des Ressources en eau et la sécurité hydrique. Ce salon mettra en relation les acteurs clés du secteur de l'eau en Algérie. Un événement qui propose également un programme d'animation, de conférences et de débats sur les enjeux actuels du secteur de l'eau. La couverture ici, Yasmine Messoudi. 6 000 visiteurs professionnels sont attendus pour découvrir les offres diversifiées d'équipements, de technologies et de services présentées par près d'une centaine d'exposants au Salon international des équipements et des services de l'eau Polytech, un événement incontournable pour les professionnels du secteur de l'eau en Algérie. Donc ça nous permet toujours d'être en contact avec nos partenaires, parce que, comme vous le savez, le métier de l'eau, c'est un métier très vaste, donc il y a toujours de nouvelles technologies. Plusieurs débats et conférences sont prévus, portant notamment sur la digitalisation dans le secteur de l'eau, le traitement des eaux usées, le dessalement et la déminéralisation de l'eau, des nouvelles stratégies qui permettront de remédier au stress hydrique. Le gouvernement a décidé de lancer un programme d'urgence. Vous savez, donc, le dessalement, c'est la solution actuelle. Donc il y aura d'autres programmes, Inch'Allah, pour un petit peu améliorer la situation actuelle. La quantité d'eau qui est utilisée pour l'irrigation, c'est une quantité énorme. Donc elle consomme en quelque sorte 65% de la production. Et donc, pour ce qui est de l'irrigation, c'est des volumes très importants. On ne peut pas les satisfaire actuellement à partir des eaux de surface, qui sont les eaux de barrage, ou bien les eaux de forage. Et comme ces derniers temps, la ressource en eau devient de plus en plus rarissime suite au changement climatique et au manque de précipitations, nous devons y aller vers la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation. Nous avons mis en place un géoportail, pour l'instant il est en interne. Donc nous allons récolter toutes les informations concernant le secteur de l'hydraulique, combien on dispose de stations de dessalement, combien on dispose de toutes les infrastructures hydrauliques qui vont être regroupées dans une plateforme et qui va être disponible et chacun d'entre nous pourra un petit peu voir ce dont dispose le secteur. Le salon a donné lieu à une cérémonie de remise des prix aux 3 lauréats de la 3e édition du concours national du meilleur projet de recherche dans le secteur de l'eau, organisé par l'Agence de gestion intégrée des ressources en eau et l'Agence nationale de valorisation des résultats de recherche et du développement technologique. Le salon Polytech s'étendra jusqu'au 30 septembre.
La problématique de l'eau, on en parle ce soir avec notre invité, M. Abdelnour Kimouche. Vous êtes le président-directeur général de l'AEC, Algerian Energy Company. Vous êtes le principal acteur du dessalement de l'eau de mer en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce 19h. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors d'abord une question sur le salon Polytech, on vient de le voir sur ces images. C'est le retour d'un événement important qui est consacré justement à tout ce qui concerne les professionnels de l'eau. L'AEC est présente, c'est une compagnie qui est présente, elle est importante. L'apport de cette compagnie est aujourd'hui vital. Comment vous traduirez bien sûr cette présence et cette importance vitale de votre compagnie, notamment avec le stress hydrique que nous vivons aujourd'hui? Je vous remercie pour l'invitation encore une fois. Maintenant que vous l'avez annoncé dans l'émission, donc l'importance en quelque sorte de l'eau et l'importance de cet événement qui est capital pour l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'eau, y compris l'AEC. L'AEC, c'est un acteur à l'intérieur de tout ce qui gravite autour de l'eau. Elle a dans son portefeuille 11 stations de dessalement sur le littoral algérien, donc c'est un acteur incontournable dans l'alimentation de l'eau potable au niveau de l'Algérie. Maintenant, la contribution de l'AEC dans cet événement-là, c'est bien sûr, il y a toujours un partage à l'intérieur de cet événement-là en matière de tout ce qui est technologie nouvelle. Aussi, on doit trouver d'autres partenaires pour pouvoir développer, que ce soit l'existant ou bien les stations futures. Donc on doit toujours être à la recherche de nouvelles technologies pour pouvoir les proposer dans nos projets. Et ça permettra aussi à nos ingénieurs de côtoyer ce monde, d'échanger. Oui. C'est un espace d'échange. Donc c'est un échange qui va donc aller avec les professionnels d'autres secteurs. Exactement. Et l'AEC est là pour cette question-là précisément. Exactement. Alors parlons à présent de l'événement qui nous intéresse ce soir particulièrement. C'est ce plan d'urgence pour l'approvisionnement en eau. L'AEC est directement impliquée avec le programme de dessalement d'eau de mer. Alors combien de projets de stations de dessalement, juste pour le grand public qui n'est peut-être pas mal informé ou peu informé sur la question, combien de stations gère l'AEC aujourd'hui et combien de stations sont en cours de réalisation dans le cadre de ce plan d'urgence? Très bien. Sur l'existant, on a 11 stations sur le littoral algérien. 11 stations déjà, on a commencé ça, la construction de cet ensemble donc depuis 2005. Donc on a dans notre portefeuille 11 stations qui représentent 2 100 000 m3 jour. Donc ça c'est quand même une contribution dans la production nationale de 17%. Maintenant le nouveau programme d'urgence qui a été arrêté par les pouvoirs publics, à leur tête Monsieur le Président de la République, il consiste en 8 stations de dessalement. Supplémentaires. Supplémentaires, donc à savoir 3 unités ont déjà connu le lancement depuis le début août du mois passé. Donc ces stations-là, c'est au niveau de Korso, on a une unité de 80 000. Et au niveau de Marsa, une unité de 60 000. Et au niveau de Batokassé, une unité de 10 000. Ces stations ont été attribuées à des partenaires locaux. À savoir, Considère a pris 2 stations, c'est celle de Batokassé et El Marsa, et le NGCB, elle a pris celle de Korso. Le planning de réalisation, il a été arrêté, donc c'est à l'horizon le maximum pour celui de Batokassé, c'est janvier 2022. Celui de El Marsa, donc arrêté aussi à avril-mai 2022. Et le dernier va être réceptionné, c'est celui de 80 000 au niveau de Korso, c'est vers le mois d'août 2022. Si vous permettez, nous allons voir en images, parce que nous avons tourné un reportage il y a quelques jours sur le projet de réalisation de cette station de dessalement à Korso. On reviendra vers vous, Monsieur Kimouche, pour en parler plus en détail sur le déroulement de ce projet. On voit cela dans ce reportage signé Flabnos. Voilà. On commence par le point O. Dans ce point, on implante 4 électrodes. Le A et le B. C'est l'une des étapes les plus importantes du projet. À Korso, les études géotechniques ou l'étude du sol touchent à sa fin, avec à la clé un rapport préliminaire. Plus de 5 hectares sont passés au peigne fin en prévision de la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer. Une opération qui comprend 2 phases.
La première, c'est les essais in situ, qui vont bientôt arriver à terme. Mais la plus grosse partie des études géotechniques, ça sera les études en laboratoire. Une fois que les études géotechniques sont définies et les études maritimes connues, il y aura la conception qui sera faite par le 1GCB pourra être arrêtée. Avant ça, il y avait une étude de faisabilité pour le choix du site, pour l'implantation de la réalisation de la station. Ce site a été choisi pour la qualité de l'eau de mer, et c'est un site qui est vraiment très proche de la mer pour la réalisation de captage. Des centaines de familles vivaient ici suite au séisme de 2003 de Boumerdès, avant d'être relogées. C'est tout ce qui reste des chalets qui les abritaient. 30 000 mètres cubes de débris de gravats ont été évacués de ce site en prévision du terrassement et le début des travaux. Plus exactement, les travaux de fondation et du bâti. D'une capacité de 80 000 mètres cubes jour, la station de Rosso dans la wilaya de Boumerdès figure parmi les 4 stations prévues dans le programme d'urgence du gouvernement. Les travaux ont commencé le 1er août 2021. Il y avait un protocole d'accord qui a été signé de la part entre deux sociétés 100% filiales de Sonatrach, AEC et l'UNGCB. AEC autant que de maîtres d'ouvrage chargés pour le lancement et l'UNGCB pour la construction de la station. Le protocole d'accord signé en présence du ministre de l'Énergie le 29 juillet dernier concerne une autre entreprise nationale. Il s'agit de Cosider Canalisation. À 20 km d'Alger, l'entreprise est chargée, en partenariat bien entendu avec Algerian Energy Company AEC, de livrer une station de dessalement dans un délai de 9 mois à El Marsa. Sa capacité, 60 000 mètres cubes jour. La hauteur où on était, c'était à plus 24. Donc on doit descendre au niveau 0. Puis, pour la réalisation de l'ouvrage marin, on doit descendre à moins 6. Nous avons entamé déjà les études avec le LAM qu'on a terminé aujourd'hui. Le LAM, c'est le laboratoire d'études maritimes. Il concerne tout ce qui est études bathymétriques, chorontologiques et études de sol marin. Ces études, ils vont nous permettre de positionner la tour de captage qui est l'élément principal en fait, c'est le démarrage de la station de dessalement. C'est-à-dire on doit choisir le meilleur endroit pour une meilleure qualité d'eau de mer. En attendant, la station de dessalement de bateau cassé avec ses 10 000 mètres cubes jour sera livrée dans 5 mois. En revanche, les travaux de celle de Fouca avec une capacité de 300 000 mètres cubes jour seront lancés incessamment. Par ailleurs, d'autres stations à l'est, à l'ouest et au centre sont au programme de l'État à court terme. Objectif, atteindre plus de 50% de contribution à l'approvisionnement en eau potable à partir du dessalement d'eau de mer à l'horizon 2025. Alors voilà, donc pour la station de Corso qui est en cours de travaux, il y en aura d'autres, Monsieur Kimouche. Vous en parliez tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous donner quelques détails sur les 3 qui sont en chantier et puis les autres qui attendent d'être mis en chantier, avec bien sûr le taux de capacité qu'on va avoir dans les prochaines années. D'accord. Donc sur les 3 qu'on a lancés déjà, la capacité elle est de 250 000 cumulés entre les 3. Donc les travaux ont démarré le 1er août, comme vous l'avez constaté dans l'émission. Et les travaux, on commence toujours par tout ce qui est terrassement, les études bathymétriques, tout ça. Donc il est c'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui, ça a été réalisé. Parce qu'on pense peut-être qu'un plan d'urgence, que les projets doivent être livrés peut-être dans quelques mois, alors que ce n'est pas le cas. Il faut une étude de sol et puis... Il faut respecter le processus. Absolument. C'est ça le processus de développement. Donc il ne faut pas griller les étapes. On respecte étape par étape pour pouvoir, à la fin, récupérer un bon projet. Absolument. Donc ça, on est derrière pour respecter tout ça. Donc les 5 autres projets, toujours arrêtés par les pouvoirs publics, donc les 5 sont avec une capacité chacune de 300 000. Réparties aussi sur le littoral algérien. Elles sont plus importantes. Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est pour assurer le citoyen qu'on veille sur la sécurisation de l'eau à travers le territoire national. Donc, je commencerai par l'ouest et je vais venir. Au niveau d'Oran, on a une capacité de 300 000 qui va être installée à Oran additivement à celle qui existe là-bas déjà. Oui. D'accord, c'est l'existant, on doit renforcer. Oran,
par une autre capacité de 300 000. Au niveau de Alger, on a deux. Il y a Alger Ouest et Alger Est. Alger Ouest, c'est celle de Foucault, elle est de 300 000 aussi. Et on a une à Cap Djennet, elle est de 300 000 aussi. Et on a une à Béjaïa, de 300 000. Et la dernière, c'est au niveau de Tarf, de 300 000. Donc le total, on est maintenant dans une production journalière de 2 100 000 m3 par jour. On va passer directement à une production de 3,7 millions de mètres cubes jour. Donc ça, c'est à l'horizon de 2025. Donc on sera avec un taux presque de 50% de production d'eau potable en Algérie par l'eau des Sables. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci. Abdel Roukimou, je rappelle, vous êtes le président directeur de l'AEC, Algerian Energy Company. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces questions ô combien importantes et qui concernent bien sûr le peuple qui est là et qui attend bien sûr les résultats de ce plan d'urgence, notamment en ce qui concerne la distribution d'eau potable. Merci encore une fois, monsieur. Et c'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors on passe à l'actualité aussi qui concerne la journée mondiale du tourisme. On en a parlé ce matin à l'édition de la mi-journée. Aujourd'hui, on en parle ce soir également avec l'artisanat. L'artisanat, qu'il faut rappeler, est un élément indissociable du tourisme, avec un produit artisanal, notamment dans la wilaya de Tamanrasset, qui est à l'honneur à l'occasion d'un salon organisé dans cette ville. Les professionnels du secteur appellent à être soutenus pour promouvoir ce métier artisanal du Grand Sud, qui est une source de revenus pour plusieurs familles. Reportage, Badia Amami. Tourisme et artisanat, deux activités étroitement liées. Les artisans de la wilaya de Tamanrasset ont saisi l'occasion de la journée mondiale du tourisme pour mettre en avant leur savoir-faire dans cette activité qui se transmet de génération en génération. On a beaucoup travaillé la clé et puis c'est le symbole, elle est très connue mondialement. Et puis on a beaucoup basé aussi à la pierre parce qu'on a appris, c'est-à-dire à tailler la pierre avec les Brésiliens aussi. On fait la pierre avec après le montage avec de l'argent, le travail manuel, c'est très très important. Une activité qui n'est pas dépourvue de difficultés, des difficultés accentuées par la crise sanitaire. Le coronavirus a fortement impacté notre activité. Le tourisme est arrêté depuis 2011 et puis encore, la matière première est très très chère. Les difficultés que nous rencontrons sont surtout la cherté de la matière première qui provient d'Alger. Ajoute à cela l'absence de touristes depuis une dizaine d'années. Le coronavirus a aussi impacté fortement notre activité. Il n'y a plus le tourisme. Normalement, c'est le tourisme, ça marche avec le tourisme, parce que l'artisanat, ça marche avec le tourisme. Mais une fois le tourisme s'est arrêté, on s'est un petit peu freiné. Relancer le tourisme dans l'Aagar donnera un autre souffle à l'artisanat et permettra de redynamiser cette activité et développer l'économie locale. L'artisanat, c'est un produit justement qui vient rehausser l'activité touristique. C'est, si vous voulez, c'est un domaine qui va avec. Et la région du Hogar, du Tassili, même d'autres régions, notamment le Gourara, le Touat, la Saoura, le Mzab, même Biskra. Donc c'est très, très riche comme justement activité. Le coronavirus a poussé les artisans à chercher d'autres alternatives et d'autres voies pour commercialiser les produits, et ce à travers les réseaux sociaux. L'artisanat, un potentiel à valoriser davantage, notamment à Tamanrasset, destination touristique prisée par les étrangers et pas que, les touristes locaux aussi la visitent à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Justice, à présent, la Chambre correctionnelle près la cour de Tipaza a décidé ce lundi le report au 11 octobre prochain du procès en appel de Karim Tabou, condamné pour rappel à une peine d'une année de prison avec sursis pour atteinte au moral de l'armée. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces armées de l'occupation marocaine dans le secteur de Aousserd. Il faut le rappeler donc selon un communiqué militaire 319 du ministère sahraoui de la Défense. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Pour l'information, retrouvez dès demain à 12h Nour Moqaddam.